Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, débattre de la stratégie énergétique de l'Union européenne impose de faire référence à son histoire. L'Europe s'est en effet bâtie autour de l'énergie. Au sortir d'une Seconde Guerre mondiale qui a meurtri le continent, une ambition partagée prend corps, celle de rendre autant impensable qu'impossible tout nouveau conflit entre la France et l'Allemagne. Cette ambition se matérialise en 1951 par la création de la première institution supranationale de notre continent, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, suivie, 7 années plus tard, par la création d'une autre instance, la Communauté européenne de l'énergie nucléaire. La sécurité est le dénominateur commun de cette union politique autour de l'énergie. La crise du canal de Suez ayant révélé des difficultés d'approvisionnement en pétrole au moment même où cette énergie remplaçait progressivement le charbon. La naissance de l'Europe politique est actée. Elle se dote dès lors d'un traité de fonctionnement toujours en vigueur aujourd'hui. L'article 194 de ce traité précise le cadre d'une politique énergétique européenne articulée autour de 3 principes que sont le fonctionnement du marché intérieur, l'exigence de préserver l'environnement et la solidarité entre les États membres. En cohérence avec ces 3 principes, la politique énergétique européenne est déclinée en 4 objectifs. La sécurisation des approvisionnements de l'Union, le soutien à l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et enfin le développement des interconnexions des réseaux. L'article 194 du traité révèle cependant une contradiction. Malgré la volonté de construire une politique de l'énergie commune, les États membres demeurent libres d'exploiter comme ils l'entendent leurs ressources énergétiques et peuvent librement choisir leurs sources d'énergie et leur approvisionnement. Plus de 60 ans après la fondation de l'Europe autour de ces communautés du charbon, de l'acier et de l'atome, les sujets de l'époque restent aujourd'hui d'actualité. Si le changement climatique se positionne comme la priorité d'action, la compétitivité économique, les interconnexions et l'indépendance énergétique demeurent, comme dans les années 50, des sujets toujours aussi cruciaux pour l'Europe. À la lueur de cet éclairage des origines de l'Europe, je veux vous exposer maintenant 3 réflexions en lien avec la politique énergétique européenne. La première réflexion concerne la dépendance énergétique de l'Union. La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise économique majeure à la suite de la paralysie de l'outil de production mondiale. À la faveur des politiques de relance et d'une maîtrise de l'épidémie, l'activité économique a rebondi à un rythme soutenu et inédit, provoquant un désordre systémique, notamment en termes de demande d'énergie. Le jeu de l'offre et de la demande a provoqué l'augmentation de la consommation d'énergie et, par effet domino, un emballement des prix à la hausse. Les prix de gros du gaz ont augmenté de 150% entre avril et octobre 2021. Sur la même période, le tarif du baril de pétrole a grimpé de 40%. Le prix du charbon était 5 fois plus élevé en octobre 2021 qu'un an plus tôt. Les prix de l'électricité sur les marchés de gros ont épousé la hausse des prix du gaz. Le prix de l'électricité est en effet dépendant du coût marginal de production de la dernière centrale appelée pour satisfaire la demande, c'est-à-dire des centrales fonctionnant aux énergies fossiles et notamment au gaz. Selon la Commission de régulation de l'énergie, les prix des électrons ont ainsi triplé à l'automne 2021, en référence à l'automne 2020. Cette tension sur les marchés de l'énergie a mis en lumière la très forte dépendance de l'Union aux énergies fossiles. Qui, avant la pandémie, s'inquiétait d'un taux de 70% d'énergie fossile dans le mix européen? Qui s'alertait du volume des énergies fossiles importées? Volume qui, je vous le rappelle, sont de 97% dans le cas du pétrole et 90% dans le cas du gaz. Au-delà de l'enjeu de la décarbonation, qui s'inscrit comme une priorité en raison de l'objectif de réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, la situation a fait prendre conscience aux États membres d'autres enjeux, celui de la souveraineté énergétique et celui de la maîtrise des prix des énergies. La stratégie énergétique européenne n'a pas permis la sécurisation des approvisionnements, avec les conséquences sur son indépendance, sa souveraineté, sa résilience et ses libertés de manœuvre sur la scène géopolitique. La deuxième réflexion que je veux partager avec vous porte sur le marché européen d'énergie, qui n'a pas produit les effets attendus de lui. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler l'un des principes du bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie. Ce principe évoque la garantie de prix et de l'énergie abordable. Autrement dit, le marché doit garantir aux foyers et aux entreprises de l'Union un approvisionnement énergétique sûr, durable, compétitif et à des prix abordables. Force est de constater que ce principe de prix de l'énergie abordable ne s'est pas produit dans le contexte de la pandémie. L'intensité du phénomène explique sans doute une partie de ce constat d'échec. La situation reste cependant révélatrice d'un besoin d'adaptation
et s'est accompagné d'un cortège de critiques et de mécontentement. Critiques et mécontentement de la part des particuliers d'abord, pour qui l'ampleur de l'augmentation des prix est variable selon les contrats d'approvisionnement souscrits. L'intervention de l'État a joué pour contenir l'augmentation des tarifs réglementés de vente et des tarifs à prix de marché. Si ces derniers ont mieux résisté, ils ont parfois mis à mal des fournisseurs dont la disparition a laissé des consommateurs sans accompagnement. Critiques et mécontentement de la part des entreprises également, chez qui la hausse est particulièrement importante pour les électro-intensifs, avec des conséquences sur les décisions d'investissement. Espérons que la dérive haussière des prix ne soit pas l'occasion de remettre en cause les investissements ciblés sur la réindustrialisation et sur la décarbonation. La Commission européenne n'est pas restée sans réponse face à la situation. Elle a proposé, dès octobre 2021, différentes lignes directrices aux États membres, en les invitant à adopter les mesures suivantes. Baisser les fiscalités énergétiques nationales, affecter à des dispositifs de soutien les recettes excédentaires du système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, mettre en œuvre des aides réversibles aux ménages les plus vulnérables. Malgré tout cela, le mécanisme de marché européen n'est pas parvenu à endiguer la hausse des prix des énergies, amalgamant l'accroissement des dépenses énergétiques avec d'autres coûts supplémentaires provoqués par la pandémie. La troisième et dernière réflexion que je veux vous citer concerne le déploiement hétérogène des stratégies énergétiques entre les pays membres. En dépit de jalons de la trajectoire européenne, des jalons de cette trajectoire européenne déclinés par les États membres, des différences sont constatées autant en termes d'orientation technologique que de calendrier de mise en œuvre. Les pays les moins riches utilisent plus de charbon. Les contextes sociétaux, culturels, géographiques, en surplus des capacités financières, facilitent ou non les politiques de transition énergétique. La solidarité européenne n'est pas au rendez-vous. Chaque pays déterminant ses propres choix en matière de décarbonation et d'efficacité énergétique, en cohérence avec les principes de libre administration énergétique de l'article 194 du traité de l'Union. Mes chers collègues, à la lumière de ces trois réflexions, le groupe du Mouvement démocrate considère que les solutions aux difficultés identifiées passent par des interconnexions énergétiques. Elles représentent pour nous un levier indispensable au renforcement de la résilience de l'Union européenne. Le principe des interconnexions impose un projet européen plus fédéraliste, qui, en renforçant les interdépendances entre pays de l'Union, renforce leur cohésion et la solidarité européenne. Si les réflexions que je viens de vous exposer soulignent des points faibles de la politique énergétique européenne, elles sont surtout l'occasion d'affirmer le besoin de renforcer une stratégie au bénéfice de la résilience de l'Union. Ce renforcement passe inexorablement par la décarbonation et l'efficacité énergétique. Sortir des énergies fossiles n'est pas uniquement un impératif climatique, mais une voie de souveraineté indispensable à l'Union. Des réformes structurelles et conjoncturelles sont indispensables pour diminuer les risques systémiques imposés par les fluctuations d'un marché mondial des énergies. Réformes qui permettront de se mettre à l'abri des prochains soubresauts d'un marché en tension où de nouvelles flambées des prix ne manqueront pas de se produire. Je formule le souhait que ces nécessaires réformes soient portées par notre pays dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui vient de s'ouvrir. Les enjeux de l'énergie nous obligent à prendre de la hauteur et à nous extraire d'un débat trop souvent cristallisé autour de clivages idéologiques et d'affrontements politiques stériles entre les pros et les anti-nucléaires, entre les pros et les anti-énergies renouvelables. Oppositions frontables qui n'ont que très peu de sens quand on considère que la décarbonation de l'énergie passe par l'électrification massive de nos consommations. L'énergie est une préoccupation quotidienne pour un grand nombre de Français qui doivent chauffer leur habitation ou se rendre à leur travail. Cette préoccupation est d'autant plus forte chez ceux chez qui les dépenses en énergie représentent une part significative de leur budget. L'énergie est aussi une des conditions de la compétitivité de l'industrie française, un facteur de réussite des politiques de réindustrialisation du pays. En conclusion, mes chers collègues, si mon intervention a souligné le rôle clé de l'énergie dans l'histoire de l'Union européenne, elle démontre également que l'énergie est aussi son avenir. Je vous remercie.